Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié au trajet domicile-travail en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez vous présenter dans le petit commentaire à droite. On est là entre passionnés de mobilité durable, donc n'hésitez pas à vous présenter. Et je me présente à mon tour, Laure Wagner. Ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière en travaillant pour la Semaine européenne de la mobilité, le fameux événement chaque année en septembre. J'étais au COPIL national. Et ensuite, j'ai été la toute première recrue de Blablacar. Et donc, j'ai œuvré pendant 11 ans en tant que responsable communication pour convaincre des millions d'automobilistes de bien vouloir partager leur véhicule. Et ensuite, j'ai monté ma propre structure, 1 km à pied, qui vise à faire de la démobilité, en fait, à réduire les trajets domicile-travail, disons, les mesurer et les réduire. L'agenda de ce webinaire, donc je vais d'abord vous parler de la méthodologie de calcul de trajet et de report modal utilisé par 1 km à pied. Ensuite, Camille vous parlera des résultats de tous les plans de mobilité employeurs que nous avons menés en Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir un aperçu du report modal possible en Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, moi, je vous parlerai de la méthodologie à nouveau de rapprochement de domicile, comment est-ce qu'on fait pour réduire les trajets domicile-travail, et Camille vous présentera les résultats. Et ensuite, Benjamin vous présentera les résultats de l'enquête qu'il a menée auprès des AOM ces dernières semaines. Et donc, merci, et si vous êtes là, merci d'avoir répondu. Et enfin, on verra comment les AOM peuvent accompagner les entreprises à faire leur plan de mobilité employeur. Eh bien, c'est parti, on aura un moment de questions-réponses dans le chat, et n'hésitez pas à chaque instant, vous pouvez liker, mettre des petits cœurs, etc. parce qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, pour créer un petit peu d'interactivité, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Voici les trajets que nous avons étudiés chez 1 km à pied en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous avons analysé 7792 trajets domicile-travail, c'est-à-dire beaucoup plus que les enquêtes ménage-déplacement, l'enquête mobilité des personnes du SDES. Et ils sont répartis sur 594 différents sites en Aura. Chez nos divers clients, et donc qui se répartissent de la manière suivante. 38% des trajets analysés sont issus de plans de mobilité employeurs que nous avons menés dans des PME, pour des ETI, des collectivités, mais aussi des entreprises au niveau national qui ont une présence en Auvergne-Rhône-Alpes. Et 62% des trajets que nous avons analysés sont issus de nos clients qui nous utilisent comme logiciel de mobilité interne géographique entre leurs sites. Et donc là, je pense aux acteurs du retail et à un grand réseau de crèches aussi. Les crèches Petit Chaperon Rouge. Nous avons retenu pour cette analyse uniquement les trajets domicile-travail inférieurs à 150 km et 1h30. La méthodologie, quelle est-elle ? Les employeurs signent avec nous un contrat RGPD, et donc nous avons une donnée extrêmement riche et fiable. C'est que nous ne faisons pas d'enquête auprès des salariés avec 30% de répondants, et souvent biaisés parce que c'est souvent les piétons et les cyclistes qui répondent. Là, c'est vraiment l'ensemble des salariés de l'entreprise pour lesquels nous avons l'adresse de domicile, l'adresse de travail, les remboursements transport, les éventuels véhicules de fonction, de service, et les forfaits mobilité durable, vélo, j'aurais pu mettre covoiturage, enfin, il n'y a pas de symbole covoiturage. Et donc, avec tous ces éléments de remboursement, ça nous permet de savoir comment viennent les salariés, et par défaut, ceux qui n'ont aucun remboursement particulier, eh bien, on estime qu'ils viennent en voiture, comme 3/4 des Français, sauf si on a quand même une règle, sauf s'ils ont vraiment un trajet très court, alors on considère qu'ils sont piétons. Sur la base de ces données-là, nous, on calcule des trajets domicile-travail en voiture avec Google Maps, avec les embouteillages. Navicia, donc on est connecté et on paye des appels à Navicia pour avoir l'équivalent du trajet pour les mêmes origines-destinations, mais en transport en commun, avec le nombre de correspondances, de premiers kilomètres, derniers kilomètres, etc. Et on calcule aussi avec GeoVélo pour savoir si l'automobiliste pourrait faire un trajet crédible à vélo avec durée, distance, pourcentage de pistes cyclables. Donc on a vraiment énormément de données et on combine toutes ces données-là pour générer un diagnostic qu'on livre à chaque employeur sur sa plateforme 1 km à pied avec un login, mot de passe et tout plein de choses interactives. Et pour vous aujourd'hui, nous avons anonymisé et agrégé les résultats de tous ces fichiers-là pour vous présenter un aperçu régional. Donc, chaque entreprise a une plateforme qui ressemble à cela, avec la part des salariés qui sont en voiture, ce que ça émet en CO2,
le coût médian annuel pour les salariés, la part de salariés qui sont à distance cyclable, la distance médiane, la durée médiane, le nombre de salariés et un accès à la carte pour les voir partout sur le territoire, et puis l'accès aux différents sites. Et donc, hop, là, je clique. Donc, je donne un exemple d'une entreprise multisite où, eh bien, grâce à notre diagnostic automatisé sur la base du fichier du personnel, eh bien, on a les calculs de tous les trajets, tous les diagnostics comparés qui permettent de prioriser aussi les plans de mobilité des différents sites. Ensuite, chaque site a son diagnostic mobilité en data vise pour que des gens qui ne sont pas forcément spécialistes, je pense beaucoup à des équipes RH ou RSE qui pour autant ne sont pas spécialistes des trajets domicile-travail, puissent comprendre les enjeux. Et ce diagnostic existe aussi à l'échelle globale de l'employeur. Et ensuite, il y a le report modal, donc avec le plan vélo, le plan transport en commun et covoiturage qui permet de prioriser les actions. Et donc, dans le détail, comment est-ce qu'on décide, nous, qu'un salarié est éligible ou non au vélo? Eh bien, on va considérer la distance, donc ceux qui sont en dessous de 6 km et ceux qui sont entre 6 et 10 km vont être pour nous dans la cible du vélo, puisque c'est faisable en moins d'une demi-heure, soit à vélo mécanique, soit à vélo électrique. Ensuite, on va regarder le pourcentage de pistes cyclables, le mode de trajet actuel de ces salariés et de l'aide à la décision sur le forfait mobilité durable. Et donc, c'est comme ça qu'on estime si un automobiliste donné pourrait passer au vélo ou pas en combinant ces critères-là. De la même manière, pour les transports en commun, avec notre partenaire Navicia, nous calculons le trajet de porte à porte et donc on regarde combien de salariés sont sur une ligne de transport de manière crédible, mais on se demande est-ce qu'ils vont le faire, est-ce que ça ne va pas être trop long par rapport à leur trajet actuel en voiture, c'est souvent ça qui bloque. Et donc, on vous montre ceux qui auraient seulement 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure de plus en transport en commun qu'en voiture, et il y en a même certains qui gagnent un petit peu de trajet, c'est rare mais ça existe. Et puis malheureusement, ceux qui ont 20, 25, 30, 35 et plus minutes de plus que leur trajet en voiture, on va les sortir du cœur de cible, et on va garder ceux uniquement qui ont un trajet de moins de 45 minutes, et ce sera le cœur de cible pour envisager un report modal vers les transports en commun. Et enfin, pour le covoiturage, on va garder ceux qui ont les trajets les plus longs, parce que c'est ce qui est observé sur les plateformes de covoiturage. Les gens qui ont un trajet inférieur à 10 km ne se motivent pas parce que ce sont des trajets perçus comme pas chers et pas fatigants, alors que les trajets de plus de 10 km, voire plus de 25 km, c'est là qu'il y a le plus de trajets proposés. Donc on vous montre en fait la corrélation entre vos équipes et ceux qui ont de l'appétence pour le covoiturage. Et maintenant, je passe la parole à Camille. Maintenant que vous avez compris notre méthodologie de calcul, Camille va vous expliquer le potentiel. Alors, merci. Et bonjour à tous, donc je m'appelle Camille Rousseau et je suis consultante en mobilité junior chez 1 km à pied. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter nos analyses sur les clients existants pour vous fournir quelques chiffres clés de la mobilité à domicile-travail en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc premièrement, pour rappeler le scope des données qu'on a étudiées, on a étudié les trajets de 7 792 salariés. Et un premier chiffre important à avoir en tête, c'est que 63% d'entre eux ne font jamais de télétravail. Et en fait, ça, c'est représentatif de personnes qui travaillent sur le terrain, qui sont obligées de faire leur trajet domicile-travail 5 jours par semaine et qui ne sont pas éligibles. Et donc, le fait de télétravailler n'est même pas une option pour eux. Et c'est représentatif de la population française plus globalement, où la majorité des actifs n'ont pas l'opportunité de pouvoir travailler à distance. Maintenant, au niveau des parts modales, on a 82% des salariés dans ces trajets qui viennent en voiture, 8% qui viennent en transport en commun, 9% qui viennent à pied et un faible pourcentage, environ 1%, qui vient à vélo. Et donc là encore, c'est représentatif des chiffres qu'on observe à l'échelle plus globale de la France. Si on rentre un petit peu maintenant dans les chiffres clés des distances et des durées, donc la distance médiane du trajet à l'aller est de 9,1 km. Ici, on observe en dessous la répartition par tranche de distance des trajets. Donc, on a tout de même 32% des trajets qui font moins de 5 km. La médiane est à 9,1, donc 50% font plus que 9,1, avec certains trajets très longs, au-dessus de 80 km. La durée médiane du trajet à l'aller est de 18 minutes.
Et l'empreinte carbone médiane annuelle qui est liée au trajet domicile-travail est de 0,7 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc chaque salarié dans cette base de données va émettre en médiane 0,7 tonnes par an, sachant qu'il faudrait idéalement que chaque personne émette environ 2 tonnes d'équivalent CO2 par an en tout, avec l'alimentation, le chauffage, tout compris. Donc 0,7 tonnes, c'est déjà bien au-delà de ce qu'on peut envisager uniquement pour les trajets domicile-travail. Maintenant, une autre manière de s'intéresser aux chiffres clés de la mobilité domicile-travail, c'est de raisonner par distance, donc vraiment de regarder la répartition des gens par tranche de distance, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir envisager le report modèle par la suite et voir qui pourrait passer au vélo ou au covoiturage, par exemple. Donc, ce qu'on observe en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que 54% des salariés ont un trajet de moins de 10 km, donc 32% sont à moins de 5 km de leur lieu de travail, 22% sont entre 5 et 10 km, et donc, moins de 10 km, ça veut dire que c'est un trajet potentiellement faisable à vélo ou à vélo à assistance électrique pour la tranche 5 à 10 km. À l'inverse, pratiquement la moitié ne peut même pas encore se poser la question de passer au vélo puisqu'ils habitent à plus de 10 km. Mais maintenant, si on s'intéresse à la répartition des émissions de CO2, on se rend compte que la barre des plus de 10 km pèse énormément dans les trajets domicile-travail. Ainsi, les trajets courts ne représentent que 5% des émissions de CO2 qui sont liées au trajet domicile-travail, tandis que 83% des émissions sont dues au trajet en voiture de plus de 10 km. Donc c'est réellement ici que se situe le nerf de la guerre et qu'il va falloir prioriser les actions pour agir sur ces trajets en voiture de plus de 10 km qui pèsent pour l'immense majorité du CO2 lié au trajet domicile-travail. Maintenant, pour mettre un petit peu en perspective nos chiffres qu'on a observés sur nos données clients avec les statistiques de l'INSEE, donc la distance médiane à l'aller qu'on retrouve, nous, c'est de 9,1 km en Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas la statistique régionale au niveau de l'INSEE. On a en revanche, dans le recensement de la population 2019, la médiane domicile-travail des actifs en France. Donc dans l'ensemble, elle est de 7,8 km, 12,5 en zone rurale et 6,1 en zone urbaine. Donc ici, dans notre cas, en Auvergne-Rhône-Alpes, on se situe un peu entre les deux, plus proche des zones urbaines. Et c'est plutôt cohérent avec le fait que les clients qui font appel à nous ont généralement un sujet sur les distances domicile-travail, en particulier les clients réaffectation qui souhaitent optimiser les durées de trajet et les distances de leurs salariés. Et un autre chiffre que je n'ai pas encore cité, c'est le coût médian annuel pour les automobilistes, qui est aussi une statistique à laquelle on s'intéresse. Donc on voit qu'en médiane, les automobilistes vont dépenser 388 € par an en frais d'essence. Une fois que nous avons vu donc cet aperçu un peu global de la mobilité de domicile-travail en Auvergne-Rhône-Alpes, on va s'intéresser au potentiel de report modèle des automobilistes. Donc, à quel mode de transport peuvent-ils prétendre et quel impact cela aura? Donc, pour faire un petit zoom sur les automobilistes, on l'a déjà dit, donc ça représente 388 € par an en médiane de dépenses en essence, qui peut être un montant significatif pour des personnes qui sont parfois au SMIC ou au SMIC à temps partiel et qui travaillent sur le terrain 5 jours par semaine. La distance médiane du trajet à l'aller pour les automobilistes est légèrement plus élevée qu'au global, elle est de 10,6 km. Donc une distance médiane qui est trop longue a priori pour être faite en vélo en respectant un budget temps d'environ 30 minutes. La durée médiane du trajet à l'aller est de 18 minutes. Donc généralement, si un automobiliste a un trajet en vélo mais qui lui dure 45 minutes, il n'aura pas envie de passer au vélo. Et les automobilistes représentent 99% des émissions liées au trajet domicile-travail en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'on observe ici, c'est la répartition par tranche de distance, encore une fois, des trajets des automobilistes. Donc on voit qu'on a tout de même à peu près un quart qui est situé à moins de 5 km et 23% entre 5 et 10 km. Maintenant, si on s'intéresse au report modèle, on va faire la méthode 1 km à pied, c'est-à-dire que quand on fait un plan de mobilité employeur, on applique certaines règles pour voir quel levier d'action actionner en priorité. Donc le premier mode qui pourrait concerner la majorité des automobilistes, c'est le covoiturage. En effet, 53% des automobilistes ont un trajet de plus de 10 km, distance qui commence à être motivante pour proposer son trajet sur une application, par exemple. Le deuxième mode, ça va être le vélo ou le vélo assistance électrique. En effet, 36% des automobilistes ont un trajet cyclable qu'on calcule avec notre API GeoVélo entre 2 et 10 km, donc une distance raisonnable à faire matin et soir.
Troisième mode, ça va être les transports en commun. Donc, ça concerne un automobiliste sur 5 environ. Et on considère que l'alternative ou le passage au transport en commun est crédible si le trajet en transport en commun est à la fois inférieur à 45 minutes et qu'il représente un allongement de durée de maximum 15 minutes par rapport à la voiture. Et enfin, 4% des automobilistes pourraient passer à la marche car ils ont un trajet inférieur à 2 km. Et donc cet aperçu nous permet de voir quel levier actionner en priorité pour avoir un maximum d'impact et qu'est-ce qui concerne le plus de monde. Covoiturage, vélo, transport en commun et marche. Donc maintenant que je vous ai donné beaucoup de chiffres et de statistiques, je vous propose de visualiser un petit peu le report modal sur une carte à l'aide d'une data vise qui a été créée par notre data analyst. Donc ce qu'on va observer, c'est une carte avant-après qui représente la situation actuelle de tous les salariés qu'on a dans notre base de données. Et à droite, une situation possible après avoir mis en place le report modal dans les entreprises qui ont fait appel à un kilomètre à pied. Donc concrètement, cette carte, elle représente les salariés qui travaillent en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des hexagones qui représentent les personnes qui vivent dans chaque zone. Donc un hexagone, c'est environ la taille d'un terrain de foot. Voilà, je vous montre la carte. Et c'est une carte en 3 dimensions. Et donc la hauteur de l'hexagone renseigne sur le nombre de personnes qui vivent au sein de cette zone dans notre base de données. Et enfin, la couleur renseigne sur le mode de transport majoritaire au sein de la zone. Donc ce qu'on observe à gauche, c'est qu'on a beaucoup de rouge. Donc le rouge, ce seront des zones où la majorité des gens viennent en voiture. Le vert foncé, c'est du vélo. Le bleu, ce sont des transports en commun. Le vert clair, c'est de la marche. Et ce qu'on observe plus sur la carte à droite, c'est le violet. Donc le violet qui représente des covoitureurs. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les règles que je vous ai présentées tout à l'heure avec un ordre de priorité. Donc on a pensé que les automobilistes concernés passeraient en priorité au transport en commun, puis à la marche, puis au vélo, puis au transport en commun, et enfin pour ceux à plus de 10 km, 30% pourraient passer au covoiturage, pour faire une espèce d'aperçu avant-après. Et donc ce qu'on observe, c'est sur la gauche la situation actuelle, avec une grande majorité des hexagones qui sont rouges, donc qui correspondent à des zones où les gens viennent majoritairement en voiture. Quelques petits points verts dans des zones un petit peu isolées, donc ça représente des salariés isolés. Et même si dans les grandes métropoles, il y a sans doute beaucoup de transports en commun et de vélos, la majorité des gens dans ces zones viennent quand même en voiture. Et maintenant, à droite, ce qu'on observe, c'est le report modal possible. Donc, c'est clairement en métropole, par exemple autour de Lyon, la majorité des personnes pourraient venir à vélo. On observe ça à peu près partout dans toutes les régions de France, et ici donc autour de Grenoble, de Chambéry, Annecy, etc. Parce que les personnes ont des trajets crédibles. Ensuite, quand on s'éloigne un peu plus des villes, on a encore quelques points bleus, donc de transport en commun. Donc il y a sans doute des automobilistes qui ont un trajet faisable, mais qui n'ont peut-être pas compris ou qui n'ont même pas vu qu'ils avaient ce trajet, qui est parfois plus court que leur trajet en voiture, ou qui ont d'autres freins qu'on peut adresser. Et enfin, le mode qui se représente le plus sur cette carte, qu'on ne voit pas forcément le mieux, c'est le violet. Donc partout ailleurs, en dehors des grandes métropoles, le violet, c'est le covoiturage. Et donc c'est le levier qui concerne le plus de personnes dans la base de données Auvergne-Rhône-Alpes qu'on vous a présentée. Donc je repasse sur la présentation. Et donc un petit message au passage, si vous souhaitez recevoir ces slides, je vous invite à mettre un pouce ou un commentaire, à réagir au post pour que nous vous contactions pour vous envoyer les slides qui contiennent de nombreuses analyses qui peuvent vous intéresser. Et maintenant, après vous avoir présenté cet aperçu de la mobilité domicile-travail, je passe la parole à Laure, qui va vous parler des mobilités internes géographiques. Merci Camille. Hop, je reprends la main. Et je ne suis pas sur le bon slide. Tac. C'est parti. Donc, Camille vous a parlé du report modal, c'est une chose. On garde le même lieu de domicile, le même lieu de travail, donc à iso-distance. Est-ce que les gens peuvent faire autre chose? Maintenant, on va parler des mobilités. On va regarder combien de salariés pourraient avoir un trajet plus court.
Il faut avoir en tête que 74% des actifs français sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler. Et donc, si on pense équité sociale, on a donc à peu près 25% des salariés qui peuvent faire du télétravail, qui font des économies sur leur trajet. Ils ne le font pas tous les jours, mais eux, là, les 74%, ils doivent le faire tous les jours. Donc, ce qui serait sympa, c'est qu'ils aient des plus petites distances pour eux aussi faire des économies de temps et d'argent. Ces gens-là travaillent majoritairement pour des employeurs multisites. Vous voyez quelques logos connus ici, j'ai mis certains de nos clients dans l'encadré, mais en réalité, il y a 12 000 employeurs multisites publics et privés. Les collectivités gèrent les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les gymnases, les piscines, les déchetteries, etc. Tout ça, c'est du multisite avec des employés de terrain qui pourraient être dans cette situation en gris et qui pourraient potentiellement faire le même travail plus près de chez eux. On est les premiers au monde à avoir lancé un logiciel comme ça qui calcule la capacité au sein d'une même entreprise de faire le même job plus près du domicile. Et moi, j'avais l'intuition que ce serait 25% des salariés de nos clients qui auraient un établissement plus près de chez eux. Eh bien, figurez-vous que après de nombreux clients, il s'avère que c'est 62% des salariés qui auraient la chance de pouvoir faire le même travail plus près de chez eux. Et surtout, ce qui est assez marquant, c'est le gain médian, parce qu'on pourrait se dire, si c'est pour gagner 2-3 minutes, c'est pas la peine. Le gain médian est de 10,2 km matin et soir, donc 20,4 km par jour, 4500 km par an. Pour des personnes, on le rappelle, qui sont employées de terrain au SMIC ou à peine plus, et potentiellement même à temps partiel. Donc c'est très significatif comme économie. Concrètement, notre méthodologie, c'est qu'on travaille avec ces employeurs et on propose d'enregistrer les souhaits de mobilité, soit au fil de l'eau, toute l'année, sachant que 10% des Français déménagent chaque année, donc il y a toujours des gens, au moins 10%, qui voudraient peut-être changer de site, soit au moment des entretiens annuels. On va venir enregistrer, nous on montre à l'employeur ceux qui sont plus proches du domicile, et on peut en sélectionner d'autres si justement c'est un déménagement pour plus tard. Ensuite, on sait qu'un tel souhaite aller sur un site, mais on ne va pas lui dire attends que quelque chose se libère, on te tiendra au courant. Non, on peut regarder tout de suite, grâce à 1 km à pied, les permutations de postes pour répondre rapidement, pour concrétiser le souhait de mobilité plus rapidement et en faisant 2 heureux qui vont permuter et chacun gagner du temps. S'il n'y a pas d'échange possible tout de suite, alors effectivement, on utilise 1 km à pied comme un logiciel de recrutement interne à chaque ouverture de poste. Et donc, concrètement, nos clients, Lidl, Auchan, Point P, les crèches Petit Chaperon Rouge, Transilien, même La Poste en Bretagne en ce moment, eh bien, choisissent l'établissement qui recrute, sélectionnent et obtiennent la liste des salariés qui habitent à proximité du site. Alors là, j'ai flouté, là on est dans la vraie vie, mais pour des raisons de RGPD, j'ai flouté les noms des gens et flouté le nom du client, mais on est dans la vraie vie. Donc vous voyez que, par exemple, sur cette première ligne, si je recrute sur ce magasin, eh bien j'ai cette personne-là, coordinatrice de caisse, qui travaille actuellement sur Amberieu-en-Bugey, qui fait 49 minutes de trajet, alors qu'elle ne pourrait avoir que 6 minutes de trajet vers ce site qui recrute, et gagner 43 minutes. De la même manière, là, on pourrait passer du site actuel La Duchère vers l'autre qui recrute, passer de 37 minutes à 5, etc. Et vous voyez à chaque fois les énormes gains. Et donc ça, c'est ce qu'on voit tous les jours chez tous nos clients multisites. La majorité, 62% des salariés, ont un gain médian de 10 km,2. Donc vous imaginez à quel point les salariés pourraient être contents. Je vous donne un autre exemple sur Saint-Étienne. Cette fois-ci, le premier, c'était sur Vénissieux. Alors, petite dédicace, j'ai grandi à Vénissieux, donc j'ai pris cet exemple. Et puis sur Saint-Étienne, donc de la même manière, vous voyez, quelqu'un qui est sur Grigny qui pourrait être muté sur Saint-Étienne, qui gagnerait 43 minutes, là 30 minutes, 26, 23. Et c'est comme ça chez tous nos clients. Et maintenant, je vais passer la balle à Camille. Comme vous avez compris la méthodologie, Camille, maintenant, va vous parler au global, en région Auvergne-Rhône-Alpes, quel pourrait être le gain lié à ces réaffectations. Oui, donc ce qu'on observe, c'est qu'on a, sur tous ces clients réaffectation, on a 4 800 salariés dans notre base de données, répartis sur 349 sites en Auvergne-Rhône-Alpes. Et parmi ces 4 800, 52% des salariés ont un site du même employeur plus proche de chez eux et pourraient donc être rapprochés grâce à 1 km à pied de leur lieu de travail pour des gains qui sont réellement significatifs.
En effet, actuellement, pour ces 52% de personnes qui ont un site plus proche, la distance médiane est de 14,1 km à l'aller. Et après réaffectation, la médiane passe à 3,6 km à l'aller. Donc un gain réellement énorme qui permet d'envisager de passer au vélo ou vélo électrique, par exemple. On gagne 11 km à l'aller chaque jour, ça fait 22 km par jour, répété par le nombre de jours travaillés par an. C'est un gain significatif. De même, au niveau des durées, on passe de 24 minutes à l'aller en médiane à 9 minutes à l'aller. Donc c'est du temps en plus pour s'occuper de sa famille, pour faire d'autres activités et pour être moins fatigué et plus productif au travail. Au niveau financier, le gain est aussi significatif puisqu'on passe de 770 € par an en frais d'essence annuels médians à 199 € par an. Donc là encore, une augmentation du pouvoir d'achat en plus de la qualité de vie. Et enfin, d'un point de vue climatique, là, l'empreinte carbone moyenne liée au trajet domicile-travail, donc sans compter tout le reste, elle passe de 1,8 tonnes par an à 0,6 tonnes par an. Donc on divise par 3 l'empreinte carbone liée au trajet domicile-travail et on agit réellement à la source sur les émissions. Donc même si la personne continue avec sa voiture à essence, elle passe de 1,8 à 0,6 tonnes d'équivalent CO2 par an en moyenne, juste en se rapprochant de son lieu de travail. Donc maintenant, on peut regarder l'impact en termes de nombre de personnes concernées sur la durée de trajet à l'aller. Donc ce qu'on observe ici, c'est la répartition des salariés avant et après, en fonction de leur durée de trajet, donc par tranche de 5 minutes. Donc actuellement, ce qu'on observe, c'est qu'on a des trajets très longs parfois. Par exemple, ici, on a 82 personnes qui ont un trajet de plus d'1 heure à l'aller. Et globalement, 62% des personnes sont à plus de 20 minutes de trajet à l'aller. Et après réaffectation, les trajets longs sont pratiquement supprimés. Et on a 86% des gens qui sont à moins de 20 minutes de leur lieu de travail, avec ici une bonne partie qui sont même à moins de 10 minutes. Et donc, comme je l'ai dit, c'est de la qualité de vie, c'est de la productivité, c'est un risque de turnover qui est réduit chez les employeurs qui font appel à nous. Maintenant, si on s'intéresse à la répartition par distance, qui va nous intéresser dans le cadre de l'étude du report modal, que je vous ai présenté tout à l'heure, est-ce que les gens peuvent passer à la marche, au vélo ou au covoiturage? Ce qu'on observe actuellement, c'est que 64% des personnes qui ont un site plus proche sont à plus de 10 km, donc ne peuvent pas envisager le vélo ou le vélo à assistance électrique. Grosse majorité. On a en plus des trajets très très longs qui sont très coûteux et accidentogènes, par exemple. Et après réaffectation, une fois qu'on met en place toutes les mobilités internes géographiques et qu'on relocalise les gens pour qu'ils travaillent sur un site plus proche de chez eux, 79% des gens sont à moins de 10 km, avec même une très très grosse partie, la grande majorité, qui sont à moins de 5 km. Et donc ça veut dire que pratiquement 80% des gens pourraient passer au vélo, alors qu'actuellement, ils sont tous très loin de leur lieu de travail. Donc maintenant que je vous ai encore une fois présenté beaucoup de chiffres et de statistiques, on va visualiser ensemble une petite vidéo avant-après, donc qui représente l'impact sur le trafic routier des réaffectations. Donc ce qu'on a représenté, c'est sur une carte les trajets actuels des salariés ayant un site plus proche. Donc chaque point représente un salarié qui travaille en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a fait une simulation de leur déplacement pour aller au travail un matin. Donc chaque point est coloré en fonction de la distance du trajet. Donc les points en rouge, ça va être 20 km et plus. Les points orange correspondent à une distance entre 10 et 20 km. Et les points verts sont les trajets les plus courts, entre 0 et 10 km. Et donc, on va faire un avant-après. Et vous allez voir l'impact sur le trafic routier, sur la congestion des mobilités intergéographiques. Donc à gauche, ici, avant, à droite, après. Donc, on note à gauche pratiquement uniquement des trajets en rouge, à droite pratiquement tout en vert. Et les lignes restent à gauche beaucoup plus longtemps. À droite, tout le monde est déjà arrivé. À gauche, les trajets en rouge continuent d'affluer vers les métropoles. Et donc, c'est autant de trafic routier qui continue d'exister et qui dure beaucoup plus longtemps en termes de temps le matin, alors qu'à droite, tout le monde est déjà arrivé depuis belle lurette. Maintenant, je vais vous présenter donc une cartographie sur l'impact en termes d'émissions de CO2
sur des réaffectations sur les émissions. Donc, ce qu'on représente ici, ce sont les émissions médianes liées aux personnes qui vivent dans les communes qui sont coloriées ici. Donc, chaque commune est coloriée si on a une personne qui habite dedans dans notre base de données. Les communes en rouge foncé correspondent à des zones où les personnes ont une empreinte carbone médiane de plus de 1 tonne 2 par an, uniquement liée à leur trajet domicile-travail. Et le rose pâle, ça correspond à une empreinte carbone de moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et donc, pour rappel, le point de référence, entre guillemets, c'est 2 tonnes à ne pas dépasser par personne et par an en tout, si on veut réussir à stabiliser le réchauffement climatique. Et donc, ce qu'on observe, c'est que bien évidemment, à gauche, la majorité des communes sont coloriées en rouge foncé. Les automobilistes, donc là, on représente tous les salariés, pas uniquement les automobilistes, tous ont un trajet assez émetteur en dehors des métropoles. Donc, évidemment, dans le centre de Lyon, on va avoir des émissions beaucoup plus faibles, par exemple. Et à droite, une fois qu'on met en place les mobilités internes géographiques, les couleurs sont complètement inversées, enfin changées en tout cas. On voit que les zones avec du rose pâle s'étendent bien plus loin au dehors des grandes villes, et que même dans les communes rurales, on a réussi à réaffecter les personnes sur des sites dont elles n'avaient peut-être pas conscience et à réduire leur trajet de manière vraiment significative pour arriver à moins de 0,55 tonnes par an. Et là, idem sur les coûts. Donc là, c'est exactement le même principe, sauf qu'on représente, la couleur représente les frais d'essence annuels des automobilistes. À gauche, la majorité des personnes doivent dépenser plus de 550 € par an simplement pour aller au travail matin et soir. Donc c'est une dépense contrainte. Et à droite, on observe que les communes roses pâles sont beaucoup plus nombreuses, avec des personnes qui ont un budget réduit. Et donc, ça fait du pouvoir d'achat en plus et un impact très positif sur la vie des gens. Et maintenant que je vous ai présenté toutes ces statistiques et données, encore une fois, n'hésitez pas à liker ou à commenter si vous souhaitez qu'on vous envoie ces slides pour qu'on vous recontacte. Et je vais passer la parole à Benjamin Maupas qui va vous parler de son enquête auprès des AOM de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Maupas, conseiller mobilité chez 1 km à pied, et je vais vous présenter les résultats de l'enquête. Je vous partage mon écran. Hop. Alors, du coup, pour l'enquête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la liste de toutes les AOM au niveau national, que j'ai classé de la plus peuplée à la moins peuplée. Et dans l'ordre, j'ai envoyé donc des enquêtes à ces OM-là. Donc à ce jour, il y a eu 157 enquêtes qui ont été envoyées, avec 71 réponses, ce qui représente 45%. Et on recouvre 16 millions d'habitants, en sachant que Paris, Lyon et Marseille n'ont pas répondu, et que ce sont les 3 OM les plus peuplés en France. Et donc ça aurait fait doubler ce chiffre si on avait ces réponses-là. Donc au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a envoyé 22 questionnaires. On a eu 6 réponses, ce qui représente 27% de réponses. Et on recouvre 1,4 million d'habitants sur les environ 8 millions qu'il y a au niveau régional. Donc c'est un questionnaire qui comprend 22 questions qui sont réparties dans 5 thèmes que sont le plan de mobilité employeur, le transport en commun, le vélo, le covoiturage et la marque employeur locale. Et ensuite, ça nous sert à créer du contenu aussi pour faire du conseil mobilité auprès des entreprises. Donc ici, vous avez la liste de tous les répondants à ce jour. Donc on a vraiment un échantillon sur toutes les régions en France. Et ici, on a donc les répondants en région Aura. Donc l'enquête, elle est toujours ouverte. C'est pas trop tard pour répondre. Donc s'il y en a parmi vous qui travaillent dans une AOM ou au Citral, eh bien vous pouvez répondre, on vous mettra le lien dans le chat. Et merci en tout cas à ceux qui ont répondu. Donc l'enquête, on essaie de savoir en fait les nouvelles offres de transport en commun qui sont prévues. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle régionale,
majoritairement, il y a beaucoup de mouvements au niveau des offres de transport en commun. Donc, suite à ça, on essaie de savoir s'il y a des animations de promotion des transports en commun dans les entreprises. Donc, ce qu'on voit, c'est que majoritairement dans les AOM, il y a ce genre de service qui est proposé. Et au niveau national, il y a une partie de ces animations qui sont proposées en fait par l'exploitant de transport. Et, au niveau régional, on n'a pas repéré encore de cas comme ça. Ensuite, on cherche à savoir aussi s'il y a des offres, des aides financières pour l'achat d'un vélo ou d'un VAE. Et donc là, c'est assez minoritaire, les AOM qui proposent ce genre d'offres. Et en région Aura, encore plus, puisqu'on est à environ 15% de oui. Et il y a un site qui s'appelle mesaidevelo.fr qui recense en fait toutes les aides dont peuvent être bénéficiaires les citoyens au sein de l'AOM, et que ce soit donc les aides régionales, départementales, de la collectivité ou de l'État. Et donc ces aides-là qu'on cherchait à savoir, ce sont les aides complémentaires à ces aides de l'État, justement. Ensuite, on pose des questions pour savoir s'il y a une plateforme de covoiturage commune à l'échelle de l'AOM. Donc au niveau national, les 3/4 des AOM proposent donc une plateforme de covoiturage, se mettent d'accord sur une plateforme de covoiturage et qui en font la promotion. Et pour au niveau régional, on est sur 50-50. Ensuite, on cherche à savoir donc les offres, les plateformes pardon, de covoiturage les plus populaires au sein des AOM. Et donc on peut voir que c'est Blablacar Daily et Klaxit qui arrivent en première position, suivi de Mobicop et Caros. Et quand on regarde au niveau régional, on voit que Blablacar Daily en première position, suivi de Caros. Ensuite, on cherche à savoir donc s'il y a la promotion du covoiturage, s'il y a des animations qui sont prévues au sein des entreprises pour en faire la promotion. Au niveau national, donc on est sur une courte majorité d'AOM qui proposent ce genre d'animation. Et au niveau régional, on est aux 2/3 à peu près des AOM qui proposent des animations de covoiturage en entreprise pour sensibiliser les salariés. On cherche aussi à savoir s'il y a un parcours en ligne donc, pour déposer le plan de mobilité employeur. On peut voir que c'est assez minoritaire en France, les AOM qui proposent ce genre de service, et qu'en région Aura, on est sur 1/3 des AOM qui proposent un parcours en ligne pour dépôt du plan de mobilité. À savoir que quand ce n'est pas possible de déposer ce plan de mobilité directement en ligne, c'est toujours possible en fait d'envoyer un mail au service mobilité, mais ça ne permet pas forcément de tenir un registre à jour et de faire des archives, des données agrégées. Ensuite, si on sonde au sein de chaque AOM la part des employeurs de 50 salariés ou plus qui ont réalisé leur plan de mobilité employeur, eh bien, on peut voir que c'est quelque chose qui est assez peu répandu, puisque ici, vous avez par exemple la part ici, vous avez donc toutes les AOM dont les employeurs de plus de 50 salariés ont majoritairement fait leur plan de mobilité. Et en fait, c'est assez restreint. Donc, il y a encore un travail à faire sur ce thème-là. Donc, notre enquête, il y a d'autres questions et d'autres thèmes qui sont abordés, mais par manque de temps, on ne va pas pouvoir détailler tous les résultats. Mais si ça vous intéresse, je vous conseille de vous rapprocher de Laure Wagner. Il y a son adresse mail ici pour prendre rendez-vous avec elle et elle vous détaillera tout ça correctement. Et à qui je rends la main d'ailleurs. Merci Benjamin. Hop, je reprends la main. Et enfin, pour une dernière partie, on va voir comment les AOM peuvent aider les employeurs à faire leur plan de mobilité employeur, puisque Benjamin l'a montré dans le graphe. Là, en fait, souvent, on est à moins de 25% des entreprises du territoire qui ont fait leur plan de mobilité. Hein, c'est les AOM qui nous le disent et elles le déplorent. Moins de 25% prennent ce sujet à bras le corps. Donc, comment les AOM peuvent aider? Je vous partage un exemple qui est assez
exemplaire pour le coup, c'est le programme qui s'appelle Optimix et qui est mené par l'Eurométropole de Strasbourg, faisant ce même constat que les entreprises n'étaient pas forcément, on va dire, en avance sur leur plan de mobilité et ne le faisaient pas spontanément. Eh bien, l'Eurométropole s'est dit qu'il fallait leur offrir leur plan de mobilité employeur et faire le travail un peu pour elles. Et donc, très concrètement, l'Eurométropole de Strasbourg a monté ce site web qu'on a fait pour eux, Optimix, qui vante un peu les mérites et l'intérêt, les bénéfices de faire son plan de mobilité employeur, préparer notamment la NAO sur le forfait mobilité durable et comprendre aussi des choses sur la qualité de vie de leurs salariés. Et très concrètement, derrière, en réalité, quand on clique sur connexion, c'est 1 kilomètre à pied qui opère pour Optimix les plans de mobilité. Et donc, on va venir, nous, faire tout ce qui est diagnostic, comme je l'ai montré au début, et fournir les résultats à la personne en charge de la mobilité à l'AOM de l'Eurométropole, Christine Guyoni, coucou, qui elle-même, avec sa connaissance du territoire, va aller présenter les diagnostics et les plans de mobilité et va du coup pouvoir prioriser, enfin nous on lui montrait priorisation, mais du coup qui va pouvoir dégainer ces actions qui sont à son catalogue d'animation, vélo, covoiturage, transport en commun, télétravail et autres, tiers-lieux, autopartage, enfin tout ce qu'elle a comme animation sur le territoire pour dégainer la bonne action chez le bon employeur, parce qu'ils n'ont pas du tout tous les mêmes accessibilités. Donc très concrètement, si vous souhaitez vous aussi être une AOM qui facilite les plans de mobilité sur son territoire, très concrètement, on signe une convention tripartite entre l'employeur, l'AOM et nous pour la gestion du traitement des données RGPD. Ensuite, chaque employeur obtient son diagnostic mobilité sur la base du fichier RH, comme je l'ai expliqué au tout début de ce webinaire, avec ses indicateurs clés, ses parts modales, le report modal vers le vélo, transport en commun, covoiturage. L'AOM n'a plus qu'à venir présenter ça. Nous, on outille l'AOM avec tout plein d'éléments qui sont listés ici, mais je vais un petit peu vite. Et enfin, l'avantage de l'AOM d'être à la manœuvre, en fait, d'être au centre de ce programme-là, c'est que l'AOM va aussi récupérer, à chaque fois qu'elle ajoute un employeur, des données de plus en plus consolidées sur le territoire pour nourrir aussi les politiques de nouvelles infrastructures, de nouveaux services de mobilité. Je m'arrête là. Je vous dis simplement que si vous voulez recevoir nos slides, parce qu'on est allé un peu vite, c'était très très dense, beaucoup d'informations, mettez-nous un petit like, un petit commentaire, puisque sinon on ne sait pas que vous êtes là, on n'a pas vos noms. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit message. Et je passe maintenant à la dernière section qui sont les questions-réponses. Et donc nous sommes à votre disposition. Je vais faire revenir Camille et Benjamin. Hop! Et nous sommes là pour vous, hop, pour vos questions-réponses. Petite question qui n'est pas vraiment une question sur les plans de mobilité, mais quels sont les prochains objectifs pour l'avenir d'1 kilomètre à pied? Merci Axel. Notre objectif, notre mission d'entreprise à nous, c'est de réduire l'impact carbone des trajets domicile-travail en France. Donc, c'est pour ça qu'on a monté cet outil ultra puissant qui permet de mesurer puis de réduire l'impact des trajets. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on améliore que ce qu'on mesure. Donc, comme on l'a vu, très peu d'entreprises aujourd'hui ont fait leur plan de mobilité. Donc, pour répondre à votre question, les prochains objectifs, c'est de toujours intéresser plus d'employeurs, de mettre cet outil entre les mains d'un maximum de responsables RSE et RH, que ce soit des entreprises monosites pour faire du report modal ou des entreprises multisites qui vont pouvoir même réaffecter leurs employés de terrain encore plus près de leur domicile. Alors, une question de Paul. Allons-y. Donc, je lis en même temps. Merci à vous pour cette présentation. Rencontrez-vous régulièrement des employeurs ayant des services transport en commun privés? Pensez-vous que cela puisse être une solution pour certains sites, beaucoup d'employés, éloignement géographique? Alors non. Déjà, première partie de question, est-ce qu'on en rencontre beaucoup? Pas du tout. Je crois qu'aucun de nos clients n'a de navette. J'imagine que c'est ce que vous entendez par transport en commun privé. Non. Et c'est pas tellement la dynamique, c'est-à-dire que aujourd'hui, les employeurs, si on prend un peu de recul, sont dans une situation quand même assez cocasse où quand les salariés viennent en voiture, ça ne coûte rien à l'entreprise, c'est les salariés qui payent. Donc finalement, la mobilité carbonée
ne coûte rien à l'employeur, si ce n'est d'entretenir le parking quand même. Alors que dès qu'on demande aux employeurs de faire de la mobilité durable, donc potentiellement voter le forfait mobilité durable, mettre des racks à vélo, organiser des événements, covoiturage, etc., bah, ça nécessite des gens, des budgets, des dispositifs, et donc ça coûte plus cher à l'employeur de s'en occuper que de ne pas s'en occuper. Et pour ce qui est des navettes, depuis 4 ans qu'on fait des plans de mobilité, on n'a pas vu vraiment de dynamique là-dessus. Nous, on a proposé plusieurs fois. Si, alors pardon, je reviens sur ce que je viens de dire. On a bossé pour Michelin, et il y avait une navette et on a contribué à faire changer le parcours. Donc, quand même, ça existe. Mais c'est quand même assez rare. Ensuite, nouvelle question d'Axel. Quelles actions entreprendre pour impliquer les principaux concernés? Les RH n'ayant peut-être pas envie de consacrer leur temps à la mobilité entre les sites de leurs entreprises, ils n'y voient pas d'intérêt personnel. Alors, outre l'intérêt personnel pour les RH, il y a quand même une simili-obligation légale qui n'est pas de faire le plan de mobilité. Malheureusement, on a perdu ça avec la loi d'orientation des mobilités. Mais ce qui est obligatoire maintenant, c'est que le sujet de la mobilité devient un sujet social, c'est-à-dire on doit en discuter chaque année lors d'une négociation annuelle obligatoire avec les représentants du personnel, ne serait-ce que pour négocier le montant du forfait mobilité durable entre 0 et 800 € par an, ou 0 et 300 €. Enfin non, en fait, c'est 300 pour les employeurs publics. Donc, même s'il n'y a pas de motivation, il faut quand même se préparer à cette négociation annuelle obligatoire, avoir quelques slides, quelques chiffres, un diagnostic, sinon, que vont-ils présenter aux représentants du personnel? Donc, il y a ça. Et puis, pour motiver effectivement les employeurs à faire de la mobilité durable, eh bien, c'est beaucoup le pouvoir d'achat, en fait. C'est se dire que en faisant de la mobilité durable, on va dégager du pouvoir d'achat pour les salariés sans augmenter les salaires, parce que c'est quand même ça aujourd'hui la grosse contrainte des employeurs et qui nous le disent, hein, notamment ceux qui nous demandent de rapprocher les salariés plus près de chez eux, c'est que ça va libérer du pouvoir d'achat, alors même que l'employeur a d'énormes contraintes, incapacité à augmenter tout le monde. Donc voilà, moi je dirais, si certains ne sont pas motivés par la mission même de réduction des émissions de CO2, eh bien, on peut parler du côté plutôt humain et social de l'augmentation du pouvoir d'achat, de la santé en se mettant au vélo, de la vie sociale en se mettant au covoiturage, et de réduction du stress aussi pour éviter les embouteillages. Donc tout ça sont des éléments pour convaincre. Après, il y a de plus en plus aussi de contraintes, je pense au bilan carbone et à la CSRD. La CSRD nécessite de mesurer tous les polluants de l'entreprise, en tout cas les significatifs, et souvent les trajets domicile-travail pèsent lourd quand même dans le bilan carbone Scope 3. Donc c'est significatif. Il y a même des entreprises de services pour qui c'est vraiment ce qui pèse le plus lourd dans le bilan carbone. Donc il y a ça aussi qui peut aider à motiver. Y a-t-il une autre question? Peut-être je reviens sur la question d'Axel sur les motivations des équipes RH. Alors c'est vrai que le report au vélo, transport en commun, covoiturage, ne voit pas forcément l'impact sur leurs objectifs RH. Alors que notre fonctionnalité qui permet de réaffecter les salariés plus près de chez eux, là, nous, on a 2 arguments et que je vous donne bien volontiers. C'est que le fait de réduire les trajets va venir réduire l'absentéisme et le turnover. L'absentéisme, ça coûte des milliers d'euros par personne et par an. Les salariés français sont absents en moyenne 25 jours par an. Et chez nos clients dans le retail, ça peut monter à 30-40 jours par an. Et donc, réduire l'absentéisme, ça libère d'énormes coûts chez les employeurs parce que ça évite de faire appel à des intérimaires, ça évite de devoir fermer par exemple des caisses, fermer des services, etc. Et le fait de réduire les trajets va venir aussi réduire le turnover, puisque vous l'avez vu sur les captures d'écran que je vous ai montrées, quelqu'un qui met 49 minutes à faire son trajet, au bout d'un moment, cette personne va partir et il va vouloir trouver un
un travail plus près de son domicile. Donc, ça permet aussi de réduire le turnover et le turnover entraîne du coup des coûts de recrutement et les coûts de recrutement, c'est très élevé, c'est en moyenne 10 000 € pour remplacer un salarié, même un salarié non qualifié au SMIC, ça peut coûter, ça coûte environ 10 000 €. Alors, hop, nouvelle question. Comment peuvent-ils vous connaître ou bien de quelle manière aller démarcher les entreprises? Axel est très orienté entreprise, croissance des entreprises. Eh bien, ils peuvent nous trouver en tapant les mots-clés sur Google. Et puis nous, on fait un travail effectivement de présentation, comme ces webinars par exemple. Mais on a la chance aussi d'être expert en mobilité et donc d'être souvent invité sur énormément d'événements mobilité, conférences, pour présenter justement des résultats parce qu'on est assez à la pointe en fait et on innove dans la mobilité domicile-travail. Donc, il y a aussi ce levier-là. Y a-t-il une autre question? Axel qui répond du coup merci pour ces 2 arguments convaincants. Réduire l'absentéisme et le turnover, oui voilà, les RH pourraient avoir envie de chiffres pour connaître la marge gagnée sur ces 2 indicateurs. Bah, Axel, je vous invite à aller regarder sur notre site, mais en gros, les 3 indicateurs clés, c'est que les salariés sont en moyenne 10 jours absents en moins. Donc quelqu'un qui était absent 25 jours par an va être absent plus que 15 jours par an. Grâce à nous, parce que moins de fatigue. Après, il y a toujours des jours un peu incompressibles de grippe, de gastro, voilà. Et ensuite, sur la baisse du turnover, donc chaque départ évité, donc c'est 10 000 €. Et puis, il y a aussi, grâce à ce qu'on fait, il y a le côté time to hire, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un part dans l'entreprise, se déclenche un peu un chronomètre pour retrouver quelqu'un le plus vite possible pour que les opérationnels ne soient pas pénalisés. Eh bien, grâce à ce qu'on fait et grâce au logiciel que je vous ai montré, hop, on regarde en interne, on sélectionne le site qui recrute, on trouve les salariés et littéralement en moins de 10 secondes, on trouve quelqu'un en interne qui a le bon profil, la bonne ancienneté et qui gagnerait 30 minutes et qui serait hyper contente. Donc, très vite, on peut faire passer un salarié d'un site à l'autre, peut-être d'un site en sureffectif vers un site en sous-effectif. Donc voilà les super arguments pour les RH. C'est bien, Axel me fait parler des bénéfices dont je n'avais pas parlé pendant le webinaire. Y a-t-il une autre question? Allez, j'affiche le dernier. Merci pour les encouragements. Keep up the good work. Merci à tous. Merci d'être venus. N'hésitez pas à partager ce webinaire. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour poursuivre la conversation. Ça allait très vite, hein, j'en ai bien conscience. Mais on peut parler plus longuement après ce webinaire. Merci à tous et à bientôt.